Voilà, on va aller plus loin avec vous, Joséphine Staron. On vient de planter le décor. 3 sujets qui doivent être abordés avec une large part consacrée au dossier de l'immigration, délicat dossier. Et on raconte déjà en coulisses, on était avec Caroline de Camaret tout à l'heure, on raconte que le ton est assez tendu. Déjà, il y a eu des réunions préparatoires. Oui, et c'est pas nouveau, hein. Le sujet de l'immigration, il est brûlant depuis un certain temps. On pensait avec le vote du pacte asile et immigration il y a quelques mois que ce sujet serait un peu relégué aux oubliettes pendant un certain temps. Ce n'est pas le cas, tout simplement parce qu'on voit que des pays, notamment et dernièrement l'Allemagne, prennent des décisions majeures en suspendant les accords de Schengen à certaines de leurs frontières. Alors l'Allemagne est loin d'être le seul État à le faire, la France le fait, l'Italie le fait, mais aujourd'hui il y a une accélération des politiques migratoires, on va dire restrictives de la part des États membres qui nécessitent une discussion en Conseil. Est-ce que vous diriez que ça va jusqu'au point de dire que le sujet de l'immigration illégale est une préoccupation première aujourd'hui pour les Européens? Alors, ça a été une préoccupation première en 2015, lors de la crise migratoire dont on se souvient tous, qui a été vécue comme un réel choc par la totalité des pays européens. Et puis, une fois que cet accord avec la Turquie avait été passé par la chancelière Angela Merkel à l'époque pour contenir les flux migratoires en Turquie et éviter qu'ils arrivent en Europe, on a un peu mis cette question sous le boisseau. Et pendant des années, la question de l'immigration illégale a été très peu abordée par les chefs d'État et de gouvernement et par l'Union européenne elle-même. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette question ressurgit, que le pacte asile et immigration ne permet absolument pas, malheureusement, de répondre aux interrogations des États membres, mais aussi des associations qui luttent pour protéger les migrants dans leur voyage. Donc, en fait, personne n'est satisfait. C'est une forme de constat d'échec, finalement, qui est fait de voir aujourd'hui ce dossier porté une fois de plus à la une. Oui, on peut parler d'échec parce que l'immigration illégale, même si on en parle beaucoup, c'est vraiment un impensé de l'Union européenne et de ses politiques depuis très longtemps. Mais c'est très simple, la raison, c'est que l'Union européenne n'a pas la compétence de l'immigration. Elle a la compétence de la protection des frontières extérieures et c'est pour ça que dans le pacte asile et migration, il y a tout un pan sur le renforcement de Frontex, qui est cette agence de garde-frontières européenne, qui voit son budget largement augmenter. Mais on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Il faut une politique migratoire européenne et on en est très loin aujourd'hui. Est-ce que c'est le signe d'un durcissement alors ça, on vient de le dire, oui, mais d'un glissement à droite aussi? Alors, de toute façon, quand on regarde la situation électorale en Europe, effectivement, les partis de droite et parfois de droite radicale gagnent du terrain dans un certain nombre de pays en Europe. Donc ça, c'est indéniable. L'Italie de Giorgia Meloni est, elle, incontournable à 2 raisons. La première raison, c'est que l'Italie est au premier rang des pays de première arrivée des migrants. Donc ça n'a pas changé. Et deuxièmement, Giorgia Meloni a un certain pouvoir aujourd'hui au sein du Parlement européen et au sein du concert des chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi ? Parce que, certes, elle est à la droite radicale, mais il y a encore plus à droite qu'elle en Europe. Il y a Geert Wilders aux Pays-Bas, il y a Viktor Orban en Hongrie. Et donc, finalement, pour beaucoup de chefs d'État européens aujourd'hui, Giorgia Meloni s'impose comme une voix presque médiane, ce qui est assez incroyable de le dire aujourd'hui, mais entre des droites encore plus radicales qui prennent du pouvoir, et notamment au sein du Parlement européen, et des droites plus traditionnelles, conservatrices, mais qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là, qui, elles, perdent du terrain dans leurs États respectifs. On va revenir au cas Meloni dans quelques instants parce que c'est assez intéressant, voire fascinant, ce qui est en train de se passer comme effet. Elle était quasiment infréquentable et aujourd'hui, certains font la queue pour tenter de l'approcher. J'aimerais commenter peut-être cette présence, non pas d'un tandem aujourd'hui à Bruxelles, mais d'un trio. Emmanuel Macron, qui est dirigeant de la France, donc participe à ce titre à ce Conseil européen. Il est accompagné de Michel Barnier, ça c'est inédit, chef du gouvernement français, et de Marine Le Pen, qui est présente dans la capitale belge. Marine Le Pen qui souhaite garder l'exécutif sous surveillance sur cette question migratoire. Elle l'a redit, elle ne s'en cache pas. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors que Michel Barnier soit là, étant donné qu'on est dans un contexte de quasi-cohabitation, ça fait sens. Mais Marine Le Pen, effectivement, c'est étonnant. Alors, il faut quand même rappeler qu'au sein du Parlement européen, le Rassemblement national a envoyé 30 eurodéputés, ce qui est le plus gros
contingent d'eurodéputés français, mais qu'ils font partie d'un parti créé par Viktor Orban, qui est pour l'instant sous victime, on va dire, d'un cordon sanitaire au Parlement, donc qui n'a pas d'impact et d'influence réelle. Le choix de faire venir Marine Le Pen aujourd'hui, c'est clairement pour montrer aux autres pays européens que la France s'oriente vers une politique beaucoup plus dure en matière migratoire que ces dernières années. La France a souvent été critiquée. Elle n'est absolument pas convaincue par ce que propose l'Europe aujourd'hui, Marine Le Pen, sur la question migratoire. Elle ne l'a jamais été et c'est une fervente accusatrice de l'Union européenne. Encore une fois, je le rappelle, l'Union européenne ne peut faire que ce qu'elle peut faire avec les moyens que les États membres lui donnent. Donc c'est souvent un faux procès que Marine Le Pen fait à l'Europe. Donc aujourd'hui, elle joue la carte, on va dire, de la stupeur face à l'impuissance européenne, mais il faudrait essayer de voir quelles solutions sont proposées. Encore une fois, au niveau européen, le seul moyen de s'attaquer à la question migratoire de manière efficace, c'est-à-dire quel flux veut-on avoir? Quel type d'immigration est-on en passe d'accepter? Quelle réforme du droit d'asile veut-on accepter également? Cette réflexion-là, c'est de mener une politique migratoire européenne. Pour ça, il y a un transfert de compétences supplémentaires à faire à l'Union européenne. Et ça, je pense que Marine Le Pen n'y est absolument pas favorable. Malgré tout, est-ce que vous sentez que le vent est en train de tourner peut-être sur cette question migratoire, la présence de Marine Le Pen, ce trio, le changement de politique de l'Allemagne aussi ces dernières semaines? Je pense que c'est surtout en Allemagne qu'on a des indicateurs. Le chancelier Olaf Scholz est issu de la social-démocratie, donc on pourrait attendre de sa part un comportement plus clément, on va dire, vis-à-vis de la question migratoire. Or, on voit qu'en Allemagne, l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, gagne du terrain de plus en plus. Il a remporté les dernières élections régionales et il se rapproche de plus en plus du pouvoir. Donc aujourd'hui, même l'Allemagne social-démocrate d'Olaf Scholz est obligée ou se sent obligée de se rapprocher d'une vision beaucoup plus fermée de l'immigration. Et donc c'est plutôt, je dirais, cette transition de l'Allemagne qui tranche avec les années passées, notamment avec la politique d'Angela Merkel, qui va donner un peu le là en Europe dans les prochains mois. Alors ce sommet, nul n'y a échappé, intervient au lendemain d'un transfert inédit dont on vous a beaucoup parlé ici à France 24, un transfert entre l'Italie et l'Albanie. On va peut-être découvrir des images. En vertu d'un accord controversé, 16 premiers migrants récupérés dans les eaux italiennes sont arrivés donc hier en Albanie, où leur demande d'asile sera examinée dans des centres de détention légère, c'est comme ça qu'on les appelle, examinés mais toutefois par les autorités italiennes. Donc à distance, c'est un peu l'idée, un mécanisme controversé qui fait l'objet de nombreuses critiques, notamment des ONG de défense des droits humains, mais qui suscite en même temps une forme d'intérêt grandissant auprès des partenaires de l'Union européenne. La question que tous les chefs d'État et de gouvernement se posent depuis 2015, c'est comment faire en sorte de contrôler les flux migratoires. Et on sait très bien qu'une fois que les procédures se passent sur le sol européen, donc sur l'espace Schengen, eh bien ce contrôle est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a des opinions publiques européennes qui demandent quand même de manière assez vive à ce que leurs dirigeants prennent des décisions majeures et mettent en place des politiques migratoires communes. Cette solution de délocaliser... Vous dites qu'on est en train de répondre à une demande des électeurs, c'est ça ? Alors, est-ce que la réponse est la bonne? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une pression qui est faite de la part des opinions publiques des États européens. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, pour que les chefs d'État prennent des décisions. Cette question de la délocalisation des procédures de demande d'asile, elle se pose depuis très longtemps. Déjà en 2015, la question s'est posée. Lorsqu'on a décidé de laisser à la Turquie, en échange d'une somme extrêmement importante, la charge de gérer les demandes d'asile, eh bien, d'une certaine manière, on a déjà renoncé à le faire en Europe. On a regardé ce que faisait le Royaume-Uni également en renvoyant des migrants au Rwanda. Et là, aujourd'hui, on a le cas de l'Italie avec l'Albanie. Donc, tout ça sont des théâtres, on va dire, d'expérimentation, même si ce mot est dur lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Et ce sont les termes employés par les dirigeants de l'UE aujourd'hui. Tout à fait. Et ils cherchent à voir lesquelles de ces expérimentations non seulement sont efficaces, certes, mais aussi sont politiquement
acceptable. Alors j'aimerais justement qu'on parle de cette lettre quand même adressée en début de semaine par Ursula von der Leyen, qui est la chef de la Commission européenne, qui s'adressait donc dans ce document aux dirigeants de l'UE. Je vais citer cet extrait. Le lancement des opérations prévues par le protocole Italie-Albanie doit nous permettre de tirer les enseignements pratiques de cette expérience. Qu'est-ce qu'il faut lire entre ces lignes, que ce mécanisme qui est controversé va devenir peut-être la norme en Europe? C'est possible. En tout cas, la présidente de la Commission ouvre la voie. Alors, elle parle encore une fois d'expérience, d'expérimentation. Comme je vous l'ai dit, la Commission et les États tâtonnent, cherchent des solutions. Si on voit dans les prochains mois non seulement que cette solution est efficace d'un point de vue des procédures, j'entends, et d'un point de vue du nombre de dossiers traités, et qu'elle est en plus acceptable par les opinions publiques européennes, il est probable que cette solution soit dupliquée. Qu'est-ce qui est acceptable? Enfin, comment est-ce qu'on mesure l'acceptabilité d'un mécanisme? C'est une très bonne question. C'est impossible à mesurer de manière sûre et fiable, mais les indicateurs électoraux, déjà, sont des indicateurs clés. L'Allemagne va faire face à une élection fédérale dans très peu de temps. Il est très certain que tous les indicateurs électoraux vont être scrutés de manière très, très précise par les autorités. Alors, les Européens qui sont, si ce n'est appelés à prendre exemple sur la politique migratoire de l'Italie, en tout cas à s'en inspirer, à en tirer les leçons, on l'aura compris. Giorgia Meloni, quasi infréquentable il y a encore 2 ans, la première ministre d'extrême droite, est désormais de plus en plus sollicitée sur le vieux continent, où certains n'hésitent plus à faire l'apologie de sa politique migratoire. Les précisions tout de suite avec Jules Boiteau. Longtemps désignée comme infréquentable, et même étendard du post-fascisme en Europe, la première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée au sommet de Bruxelles comme fer de lance de la politique migratoire sur le continent. Quelques semaines après les éloges surprises du Premier ministre travailliste britannique, vous avez fait des progrès remarquables. C'est le chef de l'exécutif français Michel Barnier qui va se rendre en Italie ce vendredi pour obtenir la recette Meloni. Je suis fière que l'Italie soit devenue un modèle à suivre. J'ai accueilli avec une grande satisfaction l'intérêt ces dernières semaines, ces derniers mois, des représentants des gouvernements européens de toute obédience. Dernier succès revendiqué, la réorientation de 16 migrants vers l'Albanie cette semaine, pays où ils attendront que leur demande d'asile soit traitée. Augmentation de la durée des séjours de rétention administrative, offensive contre les ONG accusées de faire le jeu des passeurs, ou accord avec la Tunisie pour retenir sur son territoire les migrants. Giorgia Meloni assume des méthodes radicales qui portent leurs fruits, selon le gouvernement italien. Moins 65% d'entrées illégales en Italie en 2024 par rapport à l'année précédente. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un temps farouche opposante à Giorgia Meloni, a appelé lundi l'Europe à tirer les leçons de la politique italienne. Voilà, Joséphine Staron, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Peut-être déjà une réaction. On a entendu les commentaires de certains qui sont assez surprenants quand on se souvient des critiques qui étaient émises il y a 2 ans vis-à-vis de Giorgia Meloni. Oui, les mémoires sont courtes, parce qu'on se souvient qu'elle était non seulement infréquentable, mais elle était vilipendée. Et la première à la vilipender était Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce que ce tournant vers l'Italie montre, c'est en fait l'échec de la politique migratoire de l'Union européenne, mais des États européens, et leur impossibilité à se mettre d'accord sur un plan commun. L'immigration, c'est pas uniquement la gestion des flux, des entrées, des départs, c'est pas uniquement la question de l'immigration illégale non plus, ça a été suffisamment répété. On a un défi démographique en Europe qui est majeur. On a un défi en termes de main-d'œuvre, de travail, de transformation du travail, de financement de nos modèles sociaux. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont débattues au niveau national, si tant est qu'elles soient débattues, mais au niveau européen, elles ne le sont pas. Or, comment voulez-vous bâtir une politique migratoire cohérente, efficace et sur le temps long, sans prendre en compte toutes ces considérations-là, qui ne sont pas de petites considérations, eh bien, tant que les États européens ne se mettent pas autour d'une table en décidant de coopérer sur toutes ces questions-là et de mettre en place une véritable
politique migratoire avec tout ce que ça implique, on en sera réduit à aller chercher des solutions de court terme, parce que là on parle quand même de solutions relativement court-termistes, là où on a le sentiment que ça marche, c'est-à-dire là où les indicateurs, les chiffres Alors, sont favorables. on va peut-être les décrypter parce qu'ils sont favorables comme ça à les regarder d'un peu loin, mais quand on s'y intéresse d'un peu plus près, on va regarder peut-être les chiffres qui sont mis en avant par Giorgia Meloni. Elle se targue d'avoir fait baisser le nombre d'entrées régulières sur les plages de l'Italie de près de 65% par rapport à l'année dernière, chiffre du ministère de l'Intérieur italien. On a quand même de quoi se demander si ces résultats ne sont pas un leurre. On meurt davantage aujourd'hui en Méditerranée, et puis surtout il y a un report qui se fait sur les pays voisins. On a regardé les chiffres. Sur les 8 premiers mois de l'année 2024, les entrées clandestines ont augmenté de près de 56% en Grèce, de 66% en Espagne, de 126% sur les îles Canaries. Oui, que vous parliez de l'heure, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis on est sur des solutions extrêmement court-termistes. On ne résoudra pas le problème de l'immigration illégale si on ne va pas à la source. Et c'était l'idée de la Commission européenne il y a déjà quelques années, c'est-à-dire de dire les aides au développement des pays de départ de la migration doivent être conditionnées à une meilleure gestion de ces pays de départ. Mais ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une véritable influence que l'Union européenne doit mettre en œuvre dans les pays de départ, au sein des pays de départ, pour que ces gens-là n'aient pas besoin de fuir. Tout ça, ça fait partie d'une politique migratoire globale qui doit être réfléchie au niveau européen et qui n'est pas traitée. Donc là, on a effectivement des solutions très court-termistes qui concernent l'Italie, mais qui ne concernent pas la Grèce, qui ne concernent pas l'Espagne. Vous avez parlé des Canaries. On n'a pas encore entendu l'Espagne se prononcer sur ce sujet. Ce sera intéressant d'avoir vraiment le détail des discussions en Conseil européen pour voir ce que disent les dirigeants espagnols et grecs. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on met la lumière sur l'Italie. En 2015, la Grèce était aussi une source d'inquiétude grande en ce qui concerne les arrivées massives, les flux migratoires massifs. Et c'est d'ailleurs par cette route-là qu'on a commencé à s'interroger sur la question migratoire. Donc dire que l'Italie a changé la donne aujourd'hui, c'est faux. Elle peut changer la donne dans un temps court et on voit surtout qu'est-ce que ça montre, c'est que les États européens sont un peu aux abois et à l'affût de n'importe quelle solution rapide et qui montrerait des résultats rapides et surtout politiquement monétisables et politiquement faciles à mettre en avant dans leurs opinions publiques. Sur la question du droit d'asile, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont exprimées depuis que ces hubs qui ont été donc exportés en dehors des frontières de l'UE ont été montrés. Ces images qui évidemment sont désormais visibles. Un commentaire peut-être, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui ? Oui, il est certain que les conditions du droit d'asile en Europe vont être revues. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la tournure que prennent les choses. Déjà, le pacte asile et migration est un peu plus précis en ce qui concerne les demandes d'asile, les critères, et puis surtout les pays qui peuvent faire cette demande, les résidents de certains pays. Donc, il va y avoir des restrictions. Il va y avoir des limitations. La question, c'est est-ce que ça aura véritablement un impact ? Alors, sur les demandes d'asile acceptées, oui, mais ensuite, le fait que ces gens empruntent des routes illégales pour essayer d'avoir un avenir meilleur, la question reste ouverte aujourd'hui. On a quasi exclusivement parlé d'immigration. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit le cas aussi à ce Conseil européen ? On dit que ça va occuper le gros des débats. On a aperçu il y a quelques instants en direct derrière vous Volodymyr Zelensky qui participe donc en personne à ce sommet. L'Ukraine, le Proche-Orient vont être rapidement évacués. Il y a un risque ? Alors, il y a un risque. En ce qui concerne le Proche-Orient, de toute façon, l'Union européenne n'a pas de voix qui porte particulièrement aujourd'hui sur cette question-là. Hier, il y avait quand même une réunion entre l'Union européenne et les pays du Golfe assez importante pour de futurs accords. Donc, je pense que l'Union européenne s'oriente plutôt vers cette méthode classique, on va dire, de diplomatie via des accords commerciaux et économiques. En ce qui concerne l'Ukraine, la Commission européenne a été claire, les États européens sont relativement clairs. Les Européens continueront d'aider l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, mais
avec ce petit mais, qu'ils attendent tous avec impatience le plan de paix promis par Volodymyr Zelensky, qui devrait être présenté lors d'une réunion de l'OTAN ce soir devant les 32 dans les ministres. jours qui viennent. Un plan de paix qu'il a déjà dévoilé aux Américains. On sait ce qu'ils réclament. Hein. Ils réclament la concrétisation des promesses qui lui ont déjà été faites par les uns et les autres. Oui, et ils le réclament avec d'autant plus d'urgence aujourd'hui qu'avec des élections américaines qui arrivent dans un mois et une Europe qui est de plus en plus prise sous le coup de ses propres problèmes internes. On a parlé de l'immigration, mais ce n'est pas les seuls. Les problèmes économiques sont aussi très prégnants. Volodymyr Zelensky n'a plus beaucoup de temps pour que les États mettent en œuvre les promesses qui lui ont été faites. Donc pour Volodymyr Zelensky, il y a urgence et il tire la sonnette d'alarme encore une fois auprès des Européens. Sera-t-il entendu au vu de tous les problèmes qu'il y a à côté? La question est entière. Rien n'est certain. Merci beaucoup Joséphine Staron. Merci d'avoir été notre invitée du jour